bonsoir. Un numéro spécial ce soir de votre 6 minutes Strasbourg Eurométropole que nous allons consacrer à Mourad Benchelali. À 19 ans, il est emmené en Afghanistan par son frère. Nous sommes en 2001. Le monde ne connaît ni le djihad ni Al-Qaïda, Mourad non plus. Pourtant, dès son arrivée, il est enrôlé dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Il découvre l'horreur et fera tout pour en sortir. Un calvaire de 5 ans l'attend, il le mènera au Pakistan, puis dans le camp américain de Guantanamo, avant de pouvoir retrouver la France. Aujourd'hui, Mourad a 34 ans, il consacre sa vie à témoigner de ce parcours pour empêcher les jeunes de vivre ce qu'il a vécu. Il intervenait ce matin au Conseil de l'Europe dans le cadre du Forum mondial de la démocratie. Quels sont les mécanismes de l'embrigadement? Pourquoi les terroristes passent-ils à l'action? Mourad Benchelali nous livre son témoignage et sa réaction après les attentats de Paris. Choqué évidemment par l'ampleur de l'attaque, sa gravité. Beaucoup de tristesse pour les victimes et leurs proches aussi évidemment. Mais malheureusement, pas de surprise dans le sens où les experts, les policiers, etc., même les politiques avaient averti de l'imminence d'une attaque en France. La réalité, c'est que l'État islamique protégeait son territoire et comme elle ne peut plus l'étendre, elle globalise, internationalise son djihad, comme l'avait fait Al-Qaïda à son époque. On ne devient pas du jour au lendemain une personne susceptible de mettre une ceinture d'explosifs. Il y a tout un embrigadement, c'est un long processus. Et je pense que d'ailleurs le plus gros de cet embrigadement se fait souvent en réalité dans des terres de djihad. Elle ne se fait pas sur internet ou etc. C'est-à-dire qu'à la vue d'atrocités, de théâtres de guerre, etc., et puis un embrigadement intensif, une propagande, etc., on en arrive au raisonnement que finalement, dans cet imaginaire qu'ont les djihadistes, c'est-à-dire le fait que cette vision manichéenne entre deux mondes qui s'affronteraient, celui des musulmans et des non-musulmans, que face à la puissance de leurs ennemis, ils cherchent une excuse en disant que finalement le terrorisme est leur arme et l'arme des pauvres, quoi, et leur moyen face à la toute-puissance qu'ils auraient en face. Alors évidemment, ce sont des raisonnements fallacieux, mais ce sont leurs raisonnements. Et ils viennent y ajouter ensuite des versets religieux, une interprétation de l'islam qui vient conforter leur envie d'en découdre de cette manière-là. Et c'est comme ça qu'on en arrive là, en fait. Donc pour dire les choses plus simplement, c'est que en fait, on accepte l'idée que les attentats suicides font partie du djihad parce que c'est simplement la facilité. Alors j'ai pas de message particulier justement. Moi je me contente de rapporter mon histoire en leur disant attention, voilà, moi comme vous, j'ai pu idéaliser à un moment donné. Mais voilà la réalité que j'ai découvert. Voilà la réalité à laquelle j'ai été confronté. Voilà la réalité de l'embrigadement. Voilà la réalité des manipulations, la façon dont on a embarqué dans des choses qu'on n'a pas forcément envie dès le départ et la façon dont on est incité à se retrouver dans des situations très, très graves. C'est-à-dire que dans ce camp d'entraînement, il y avait quand même une incitation au terrorisme. Et donc, c'est cette réalité que je leur explique. Les conséquences que ça a eu sur ma vie aussi, parce que j'ai perdu 5 ans de ma vie, la conséquence que ça a eu sur ma famille, parce qu'elles ont beaucoup souffert de tout ça. Et donc, c'est toutes ces réalités que je leur explique et qui leur donnent les outils justement à comprendre la réalité d'une terre de djihad et la réalité de l'implication justement du départ vers des endroits comme ça. Et ils comprennent généralement en me disant, bah, tiens, Mourad, on ne savait pas que c'était aussi compliqué. On ne savait pas que c'était comme ça. On ne savait pas que c'était aussi difficile. On ne savait pas qu'on pouvait se retrouver dans ces situations-là. Donc tout montre qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes qui idéalisent beaucoup en fait ces endroits. Le traitement médiatique est très fort sur ces questions. Mais en réalité, le problème qui touche les jeunes, au niveau du djihad, est quand même assez rare en réalité. En tout cas, par rapport à la façon dont on en parle. Il y a beaucoup de jeunes, par exemple, malheureusement, qui sont touchés par la drogue ou des choses comme ça. Moi, où je vis dans mon quartier, c'est surtout ça, le vrai fléau. Et donc, je pense qu'il faut relativiser. Ceci étant, c'est une réalité. Voilà, il y a des jeunes aussi qui partent et qui se retrouvent justement dans ces situations, la preuve avec ces attaques. Et évidemment, ça justifie. Moi, ça me donne en tout cas plus encore envie et détermination à continuer ce que j'ai commencé à faire. J'ai pas été djihadiste. J'aime pas le terme d'embrigadé, mais c'est quasiment ça. C'est-à-dire qu'un proche m'a proposé de partir en Afghanistan. Et puis c'était dans un contexte qui était très particulier, puisqu'on était avant le 11 septembre. C'est-à-dire qu'il y a un tas de réalités sur l'Afghanistan qu'on ne connaissait pas. Al-Qaïda, Ben Laden, etc. Personne ne connaissait finalement.
Et puis moi j'étais un gamin de 19 ans qui n'avait pas de boulot, qui n'avait jamais voyagé, qui n'était jamais sorti de son quartier. Et donc quand on m'a proposé ce voyage, naïvement, très naïvement, bien sûr avec beaucoup d'ignorance, je voyais ça comme une espèce de grande aventure. Voilà. Le simple fait d'aller dans ce pays qui me fascinait et le raconter aux copains m'attirait, me donnait envie. Je trouvais ça excitant. Alors évidemment, avec le recul, je me dis que c'est la pire erreur que j'ai faite de ma vie, mais j'étais plutôt dans cet état d'esprit plutôt que celui d'une personne qui aurait été poussée par la radicalisation. J'étais embarqué par des groupes là-bas. Dès mon arrivée d'ailleurs sur place, il y a eu beaucoup de jeunes comme ça, j'étais très étonné. Et puis ensuite, je me suis retrouvé dans un camp d'entraînement, parce que les personnes m'ont guidé vers un camp d'entraînement. Et puis ensuite, quand j'arrive dans ce camp d'entraînement, c'est déjà très physique, très difficile. J'ai qu'une seule envie, c'est rentrer chez moi. Le problème, c'est que c'était pas aussi simple. Parce que justement, il arrivait que beaucoup de jeunes aussi se retrouvaient embarqués et voulaient repartir. Mais il fallait demander la permission à l'émir du camp. Et il expliquait qu'il fallait faire un cursus de 60 jours, que c'était la condition, que c'était obligé de faire cette formation de 60 jours et d'ensuite avoir la possibilité de repartir. Et l'idée, à travers ça, c'était de nous inciter à devenir combattants justement, à nous entraîner et éventuellement nous convaincre d'aller combattre par exemple aux côtés des talibans qui eux combattaient au nord de Kaboul. Et donc moi j'ai voulu rentrer, j'ai pas pu, j'ai dû rester ces 60 jours et donc dès que j'ai pu rentrer chez moi, j'ai tenté de le faire. J'ai été, le 11 septembre est arrivé en fait. Et donc les Américains sont intervenus et le piège s'est refermé. On pouvait plus circuler, c'était la guerre quoi, les Américains bombardaient, il y a eu beaucoup de morts et tout ça. Donc j'ai réussi par miracle à survivre à ces bombardements pour arriver dans un village pakistanais. J'ai encore mon passeport et mon billet d'avion, je voulais rentrer chez moi et j'ai été capturé par ces villageois qui m'ont remis à l'armée américaine et c'est comme ça que j'ai été déporté à Guantanamo. Il y a beaucoup de choses à dire sur Guantanamo. C'était une zone de non-droit, on était privés de nos droits, on n'avait pas de droit, pas possibilité de se défendre, on était totalement coupé du monde. Les journées étaient rythmées par les interrogatoires, c'est-à-dire qu'on était interrogé par des policiers, par des militaires. On y était torturé aussi, parce qu'il y avait des techniques d'interrogatoire qui étaient spécifiques. Et on nous posait toujours les mêmes questions. Pourquoi vous êtes parti en Afghanistan, quelles étaient vos intentions, etc. Et c'est comme ça que ça va durer 2 ans et demi. Moi, je vais y rester 2 ans et demi. Et puis du jour au lendemain, les Américains m'expliquent que je vais être renvoyé en France sans me poursuivre et sans me juger. C'est fini pour ce soir. Coulisses, rediffusion sur le www.alsace20.tv. Moi, je vous dis à demain.